Bonsoir, merci beaucoup d'être au rendez-vous du grand rendez-vous, ce numéro en tout cas qui va s'ouvrir et qui s'ouvre déjà, qui s'installe chez vous. Nous sommes aujourd'hui le mardi 25 septembre 2018. Alors, avant d'ouvrir les plateaux, chers amis, nous allons vous inviter à regarder le temps qu'il fera demain. Et c'est la météo. Autant savoir, nature et bien-être et espère, ce sont là les trois rubriques à animer ce soir pour votre plaisir, chers amis téléspectateurs. Si c'est à l'instant même que vous nous rejoignez, eh bien vous avez fait le bon choix. C'est la chaîne de développement, la chaîne BB24 au cœur de votre quotidien. Alors, dans un premier temps, on recevra un spécialiste en réflexologie. Il a pour nom Cyril Obelakou. Nous parlerons avec lui des premiers signes de la paralysie des nerfs. Le transport fluvial fera encore objet d'échanges avec Eric Kiki. Il est le secrétaire général de l'association des guides et conducteurs de la station touristique d'Abomey-Calavi. Il est donc l'invité de Autant Savoir ce mardi soir. Quelle réglementation et quel encadrement, on en parle avec lui. Et puis le numérique, comment entreprendre et en tirer profit. Vous avez compris, c'est la troisième rubrique autour de cette table, la rubrique Espère, qui recevra pour votre plaisir Monsieur Adé Fidegnon, qui est un entrepreneur numérique. Vous aurez également droit, chers amis téléspectateurs, aux informations sur le net ActuWeb avec Fulgencia Hontonji, encore au rendez-vous aujourd'hui. Et puis, évidemment, le 1945, le journal, avec l'appui de la rédaction de Benebus 24, avec ce soir à la présentation Roch Aurélien. Accompagnez-nous, Roch, bonsoir. Karamata Guatao, bonsoir. Un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce plateau, pour ce numéro du Grand Rendez-vous. Et avant de vous retrouver pour la grande édition, le développement même, le sommaire de votre journal. Oui, effectivement, Karamata Guatao, le plaisir également partagé d'être sur ce plateau de Grand Rendez-vous. Et comme vous le disiez tout à l'heure, au menu du journal de 1945 ce soir, nous ferons un tour dans les écoles maternelles pour constater l'ambiance qui règne à l'école des tout-petits, surtout l'état d'esprit de ceux qui viennent de faire leur premier pas à l'école. Ensuite, pour booster le chiffre d'affaires de son entreprise, un ouvrage recommande le management par la foi en Dieu. Comment est-ce possible? Quel est le mode opératoire de ce concept managé par la foi? L'auteur nous en dira un peu plus. Et enfin, les médecins recommandent aux femmes de régulièrement s'autopalper les seins. L'autopalpation serait
très efficace dans la détection à temps d'éventuels nodules de cancer. Et aujourd'hui, il existe des kits efficaces pour accompagner les femmes à rapidement détecter d'éventuels nodules de cancer dans leur sein. Karamat. Roch, merci beaucoup, moi particulièrement et certainement pour les autres femmes également. Ce sujet sur le cancer nous intéresse. Prenez donc le rendez-vous, c'est avec Roch tout à l'heure à 19h45 pour en savoir plus sur comment faire pour savoir si le sein est infecté ou pas. Merci Roch et à tout à l'heure à vous. À tout à l'heure donc, Karamata Batao. Voilà, notre émission se poursuit et le tout premier panel que nous allons ouvrir, c'est Nature et Bien-être. Nature et Bien-être aujourd'hui vous fait le plaisir de vous parler donc de la paralysie des nerfs. De quoi s'agit-il concrètement? Quels en sont les signes? Nous en parlons aujourd'hui avec notre invité, Monsieur Obelakou. Avant de l'installer avec moi à cette table, nous allons vous inviter à regarder ce reportage de Gloria. Détente profonde, sensation de bien-être, de rajeunissement, de guérissement et de prévention. La réflexologie, qu'elle soit plantaire, palmaire, faciale ou encore auriculothérapie, elle apporte une sensation relaxante aux organes du corps humain. La réflexologie fait du bien, guérit ou de prévenir l'hypertension artérielle. Ça soulage les diabétiques, ceux qui ont les problèmes des nerfs, ceux qui traînent chaque fois des crampes, surtout nos joueurs, ils en ont besoin pour l'entretien de leurs muscles. Elle se déroule parfois assis et souvent couché. Le réflexologue agit sur les zones de terminaison nerveuse. 10 ou 15 minutes après, le patient est soulagé. Le patient est couché sur le dos et on exerce, on prépare ses pieds, on nettoie ses pieds et le praticien exerce une pression au niveau des terminaisons à des zones données de la plante des pieds pour stimuler les organes, pour stimuler la fonction des organes. Dit aux organes, reprenez vos fonctions. Plus de 180 maladies différentes. L'hypertension artérielle, même la paralysie cérébrale, les maux de ventre, même pour pouvoir déclencher l'accouchement d'une femme. Les maux de tête, les maux de dents, la vision, bon, problème cardiaque, même les cancers de sein, de poumons. Cette médecine s'occupe des pieds, des mains, des oreilles et du visage. Au visage, on parle de la réflexologie faciale, encore considérée comme l'anti-âge. La réflexologie palmaire ou des mains vise à éliminer le stress. L'auriculothérapie permet l'entretien des oreilles et la réflexologie plantaire ou des pieds revitalise et établit l'équilibre énergétique. La réflexologie faciale consiste à exercer des pressions sur des points du visage pour stimuler l'organisme dans ses diverses fonctions. Ça permet d'éliminer les toxines dans le corps, procure la détente et la relaxation, raffermit les muscles du visage. Cette médecine chinoise est recommandée à toutes les catégories de personnes et à toutes les tranches d'âge. La réflexologie, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Quelqu'un qui s'abonne à la réflexologie et qui surveille son alimentation, c'est-à-dire qui adopte une bonne habitude alimentaire et bien
dans sa peau, a une bonne santé, ne se plaint pas des maux comme d'habitude. Et surtout, c'est bon pour les personnes qui prennent de l'âge, les personnes âgées. Mais la réflexologie est pour tout le monde. Sinon, après 3 séances, j'ai constaté grand soulagement. Au niveau de la digestion, je vais normalement à la selle, correctement. Et avant, chaque soir, c'est avec difficulté que je prie, parce que jusqu'au retour du travail, c'est totalement abattu. Mais depuis qu'il a commencé, je me sens très dynamique. Néanmoins, le respect de certaines indications s'impose. Il ne faut pas faire la réflexologie à une femme enceinte. Il ne faut pas faire en cas de traumatisme, en cas de problème circulatoire comme thrombose veineuse. Quelqu'un qui a un problème cardiaque récent, il ne faut pas lui faire la réflexologie. Cette science importée est reconnue pour ses bienfaits sur la santé. La réflexologie est aujourd'hui une médecine destinée à apaiser et à se sentir mieux. Merci beaucoup, Gloria Oni, pour ce reportage sur le rôle de la réflexologie. Monsieur Cyril Obelakou, c'est ça? Oui, bonsoir, comment vous allez? Oui, très bien. D'accord, alors vous êtes spécialiste en réflexologie. Oui. Alors dites-nous, c'est quoi la paralysie des nerfs pour démarrer? Qu'est-ce qu'on peut entendre par paralysie des nerfs? On parle de paralysie des nerfs quand la personne n'arrive plus à utiliser ses membres. Et qu'est-ce qui peut causer cette paralysie-là, à votre avis? Sinon, souvent, la cause de la paralysie des nerfs sont multiples. On peut en citer quelques-unes. Oui, sinon, la première cause, c'est la mauvaise alimentation. Parce que nous mangeons très mal et le sang n'arrive plus à circuler dans les veines. Parce qu'on parle de paralysie des nerfs. Les nerfs, c'est quoi? Les nerfs, c'est juste des fils. Les nerfs, c'est des filaments. Et les nerfs fonctionnent avec les veines. Mais c'est dans les veines que circule le sang. Maintenant, quand le sang ne circule pas normal dans les veines, les nerfs sont malades. Donc, nerfs malades, mauvaise circulation du sang dans les veines. Et nous l'avons écouté également de notre agent de santé tout à l'heure dans ce reportage qui vient de passer. Alors, qui sont ceux-là qui sont sujets à cette maladie, à la paralysie des nerfs? Qui sont ces personnes? Est-ce que ce sont des enfants, des adultes comme vous et moi ou des personnes du 3e âge? Non, tout le monde peut être paralysé. La paralysie n'a pas d'âge. Je vous donne un exemple. Un enfant qui est né, qui n'a pas pleuré à la naissance, qui a été réanimé, peut être paralysé. Mais pour le savoir, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile parce que une mère qui met un enfant au monde, l'enfant n'arrive pas à pleurer, l'enfant ne pleure pas à la naissance, on réanime l'enfant. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand un enfant est né, l'enfant n'a pas pleuré à la naissance, réanimé, au lieu, supposons l'enfant doit faire peut-être 10 minutes, on laisse l'enfant, on regarde la télé, l'enfant peut faire 30 minutes et au-delà. Là, vous indexez un peu les mamans à la maison, hein, parce que ce sont elles qui ont la charge de s'occuper, ce sont elles qui doivent s'occuper des enfants. Et entre-temps, il y a aussi la télévision, les télénovelas qui les préoccupent. Donc, du coup, elles délaissent les enfants, c'est ça? Je ne parle pas des mamans à la maison. Qu'est-ce que vous voulez? Je parle des sages-femmes. D'accord. Je dis l'enfant qui n'a pas pleuré à la naissance, qu'on doit réanimer. Quand on réanime cet enfant mal, l'enfant est paralysé dès la naissance. Donc, quand l'enfant a l'âge de marcher, n'arrive plus à marcher, n'arrive pas à parler, et c'est comme ça, l'enfant est paralysé dès la naissance. Et à part les enfants? À part les enfants, il y a les personnes âgées. Il n'y a pas les personnes âgées, jeunes, vieux, et souvent... Mais pour les enfants, la cause, c'est parce que l'enfant n'a pas été vite réanimé dès la naissance. Ce n'est pas une question d'alimentation. Non, pour les enfants, ce n'est pas un problème d'alimentation. Oui. Donc, chez les adultes, c'est souvent un problème d'alimentation. Soit, c'est-à-dire quelqu'un qui est paralysé. On peut être paralysé. Est-ce qu'on peut être paralysé et s'ignorer, porteur du mal? Non. Ou ça se manifeste forcément? Forcément. C'est quoi? Quelqu'un peut être paralysé. Vous pouvez faire un accident et être paralysé. Quand vous faites un accident et vous recevez un coup dans les nerfs, d'accord, les nerfs peuvent aller se coincer quelque part. Là, il faut ouvrir et les sortir.
où vous tombez, les nerfs peuvent aller. Est-ce que dans ce cas précis, quand les nerfs se coincent quelque part après ce choc, un exemple que nous donnons là, oui. un choc banal, et que les nerfs se cachent quelque part, est-ce que ça empêche l'intéressé même ou la victime de greffe de faire des mouvements, ou c'est après qu'il va ressentir les douleurs? Non, la personne peut être paralysée tout de suite. Vous pouvez faire un accident et quand les nerfs se coincent quelque part, vous pouvez être paralysé tout de suite. Là, on peut opérer et sortir les nerfs. Mais quand c'est bien fait, vous allez retrouver vos membres. Mais quand c'est mal fait, vous allez vous retrouver dans un fauteuil roulant. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Et maintenant, comme nous parlons des différentes couches, nous avons parlé des enfants, nous avons parlé des adultes. Oui. Et pour les personnes du 3e âge, ces personnes-là qui n'ont plus pas de souffle, mais qui ont perdu quand même beaucoup de moyens avec le temps, naturellement, comment est-ce qu'on peut sentir ce mal-là? Souvent, chez les personnes du 3e âge, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, c'est souvent l'hypertension qui est souvent la base de la paralysie chez les personnes du 3e âge. L'hypertension, le diabète. D'accord? L'hypertension. Et quand vous êtes hypertendu et diabétique, ça veut dire que vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez plus de souffle, vous êtes souvent fatigué. Donc, il faut forcément qu'on vous masse pour que vous retrouvez votre santé. Il faut forcément des séances de massage. Un peu comme nous l'avons vu dans l'élément témoin tout à l'heure. Justement. Et pour le faire, ce n'est pas... Tout le monde ne peut pas faire le massage. Il faut des spécialistes comme vous. Il faut non seulement, il faut connaître comment on appelle, la position des 60... Puisque dans le corps d'un être humain, il y a 72 000 nerfs. Donc, il faut connaître forcément la position des 72 000 nerfs dans la plante des pieds, dans la paume des mains. D'accord? Mais ça ne suffit pas. Et au niveau de la face également? Parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Oui, il y a des nerfs partout. D'accord? Donc, il faut forcément quelqu'un qui maîtrise la position des 72 000 nerfs dans la plante des pieds, dans la paume des mains. Et ce n'est pas fini. Il faut connaître forcément l'architecture musculaire de l'homme. Donc, si vous ne connaissez pas l'architecture musculaire de l'homme, vous ne pouvez pas faire le massage, vous ne pouvez pas masser. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, toute personne, aussi bien jeune comme adulte, toute personne peut attraper la paralysie des nerfs. Oui, nous sommes tous exposés à ce mal. Alors, de façon pratique, comment est-ce que ce mal se manifeste-t-il? Bon, parfois les gens disent qu'ils sont peut-être quelque part ou bien assis quelque part et que ils commencent par sentir que les membres sont en train de partir. Non, ça ne se passe pas comme ça. La paralysie a des signes. Et quels sont ces signes-là? Voilà. Les premiers signes surtout. Parce qu'on se dit qu'avec le temps, plus le mal s'installe et qu'on ne le traite pas, il s'aggrave. Justement. Donc, quels sont les premiers signes? Quand vous commencez par sentir des crampes, les crampes sont souvent à la base de la paralysie. D'accord? On a très vite les crampes au niveau de la plante des pieds. Justement. C'est très vite arrivé. Très bien. Quand vous sentez souvent les crampes au niveau des pieds, il faut forcément aller vers les spécialistes. Parce que les crampes sont souvent à la base de la paralysie. D'accord? Quand vous êtes chez vous et chaque fois vous constatez que vous avez des vertiges, c'est des signes de paralysie. D'accord? C'est pourquoi ce n'est pas ce qui est conseillé quand vous travaillez souvent assis, il faut faire des mouvements. Il faut faire des mouvements. Et même si votre activité, assis, même si, je ne vous coupe pas, monsieur Obelakou, même si votre activité vous oblige à maintenir la position assise, il faut forcément se trouver quelques bouts de temps pour se mouvoir un tout petit peu, pour marcher, ne serait-ce que dans le bureau, ou marcher même, pourquoi pas, aller faire des va-et-vient et revenir. Très bien. Mais en dehors de ça, il y a beaucoup de maladies qui peuvent paralyser. Par exemple, l'hémorroïde peut paralyser. D'accord? Oui. L'hémorroïde peut paralyser. Le diabète. Oui. L'hypertension. L'hypertension. D'accord? Vous pouvez avoir un problème de dents. Un problème de dents peut vous paralyser. La dent simple qui a mal peut
alors affecter l'un des nerfs et puis c'est parti pour la paralysie. Et c'est parti pour la paralysie. Et il faut donc consulter d'urgence. Voilà. C'est pourquoi on demande souvent aux jeunes filles, aux jeunes dames de ne pas souvent porter le talon. Parce que quand vous portez le talon, vous provoquez le nerf sciatique. Parce que le nerf sciatique, la terminaison des nerfs sciatiques est dans le talon. Donc quand vous portez régulièrement le talon, souvent le talon, vous provoquez le nerf sciatique. Alors que le nerf sciatique quitte le talon, ça passe par ici, arrive au niveau du dos, a construit une maison, il a passé par la colonne vertébrale et la base, c'est dans le cerveau. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un problème de nerf sciatique, vous pouvez être paralysé. Non seulement paralysé, vous pouvez avoir encore, c'est-à-dire plusieurs sortes de paralysie. Paralysie faciale, la bouche qui peut aller de l'autre côté, vous allez perdre la vue, d'accord? Perdre l'écoute. Ça, ce sont les conséquences. C'est les conséquences. Les conséquences quand on ne traite pas à temps. Donc voilà pourquoi il faut consulter. On revient encore une fois là-dessus dès que vous avez le moindre. Justement, quand on parle des crampes, les gens à côté, rapidement, c'est vite arrivé qu'on ait une crampe au niveau du pied ou bien du bras et tout, quelques secondes et après, ça revient. Est-ce que quand cela vous fait ça une fois le mois ou bien c'est une fois tous les 3 mois, est-ce qu'il faut s'inquiéter ou attendre que la fréquence soit vraiment régulière? Non, je crois c'est quoi? Quand on parle de crampes, il y a plusieurs sortes de crampes. D'accord? Vous pouvez sentir les crampes au niveau de la plante des pieds ou des orteils. Ce n'est pas si grave. Mais il y a des crampes qui prennent toute la jambe. D'accord? Quand c'est comme ça devient compliqué. Et souvent, quand vous avez souvent des problèmes de crampes et vous êtes toujours dans les choses glacées, c'est-à-dire l'eau glacée, les boissons glacées, tout le temps, vous serez paralysé. Ce qu'il ne faut pas souhaiter, il faut donc se ménager, il faut se connaître, être à l'écoute de son corps dès le moindre mal, aller consulter. Déjà, quand il s'agit des nerfs, et c'est de ça que nous parlons, il faut voir les réflexologues pour qu'ils vous pratiquent donc la réflexologie et vous font retrouver donc l'activité de vos nerfs. Merci beaucoup, Monsieur Cyril Obelakou. Vous aurez le temps de revenir sur ce plateau pour approfondir les échanges. Nous avons appris beaucoup aujourd'hui sur les premiers signes de la paralysie des nerfs. En tout cas, merci pour aujourd'hui d'être passé nous voir. C'était donc avec vous, Nature et Bien-être, les premiers signes la paralysie des nerfs. Alors, nous allons quitter donc les centres de santé ou quitter nos amis réflexologues et nous retrouver avec nos gars, ceux-là qui sont sur les eaux. Et c'est encore le transport fluvial qui revient dans Autant Savoir. Ce mardi, nous recevrons le secrétaire général de l'Association des guides et conducteurs de la station touristique d'Abomey-Calavi, Monsieur Kiki, pour aujourd'hui aborder un autre aspect de la question entamée depuis hier avec Agnès Belot. Aujourd'hui, il va s'agir de quoi? Tout simplement de réglementation et encadrement du secteur fluvial. Mais avant, on regarde ceci. Il y a 3 types de transports fluviaux. Nous avons le transport des autochtones. Il y a le transport des touristes. Et puis, il y a le transport des touristes avec la pirogue à rame à pagaie, la pirogue sans moteur. En ce qui concerne le transport des locaux, le nombre de passagers n'est pas limité. Ils font le surcharge. Mais dans la barque motorisée pour les touristes, là, le nombre est limité. Pour être un conducteur de la barque motorisée, il faut avoir ton permis de conduire hors bord. Et ça se donne au ministère de la Pêche. Ils n'ont pas un responsable en tant que tel. Si tu vas au Nigeria, tu as ton argent, tu achètes ton moteur, tu fais ta barque là. Tu viens, tu dis que tu veux conduire. Avant, il y avait la police fluviale qui venait faire le contrôle de ces choses-là. Mais actuellement, je crois que c'est compte tenu des moyens,
il n'y a plus ce contrôle-là. Quand la police fluviale arrive, ils essaient de limiter le nombre. Mais quand ils ne trouvent pas la police là, ils font le chargement comme ils veulent. Parfois, quand il y a le grand vent, la tornade, parfois les bacs se renversent. En ce qui concerne le transport local, là, il n'y a pas une réglementation pour ça. En ce qui concerne les touristes, nous avons notre bac qui est couvert, même s'il pleut, même s'il y a soleil, les touristes sont protégés. Ils ont aussi leur gilet de sauvetage. C'est de 1 personne à 15 personnes. Si tu n'as pas d'assurance, tu n'as pas assez à conduire les touristes. Et sur chaque touriste, il y a le ministère du Tourisme qui perçoit 650 francs par touriste. Par jour? Oui, par jour. C'est des tasses. Ces tasses-là sont réparties en plusieurs tranches. Il y a la mairie de Soava, sur les 650, la mairie de Soava prend 250 francs. L'association de développement de Gambier même prend 250. Les 150 restants là, c'est pour le ministère du Tourisme. Ma position est que, en ce qui concerne le transport des locaux, là, il faudrait qu'on réglemente le nombre de personnes qui doivent rentrer dans une bac. En temps, c'est dit qu'il doit y avoir au moins 20 personnes. Ils ont respecté ça pour quelques temps, après ils ont négligé. Mais s'il y avait une sanction pour ça, là, donc ils vont respecter. À en croire ou à entendre notre interlocuteur dans cet élément, tout porte à croire qu'il n'y a aucune réglementation en la matière. En tout cas, pour ce qui concerne les échanges d'hier, M. Kiki, je retiens qu'il y a 2 types de transport fluvial au Bénin, le transport des locaux et celui donc des touristes. Voilà pour les échanges que vous avez entamés hier avec Agnat Bello. Alors, ma première question est de savoir, est-ce qu'on continue d'enregistrer des accidents sur nos lacs et nos lagunes? Merci, Madame la journaliste. Karamat, je préfère. Madame Karamat, merci de m'avoir donné l'opportunité encore de vous parler de ce qui se passe autour de nous au niveau du lac Nokoué. Justement, aujourd'hui, nous enregistrons des accidents. Qui généralement se font avec des transports locaux et qui ne respectent aucune mesure en vigueur, puisque c'est des gens qui conçoivent leur barque et allègrement. On aurait, M. Kiki, on aurait aimé avoir justement une voix de l'autre côté aussi pour certifier vos dires, parce que nous n'avons aucune preuve. Hein. On n'est pas sur le terrain, on n'a jamais vu, mais on aura le temps quand même de faire venir ceux-là qui s'occupent des transports des locaux, qui sont censés normalement prendre au plus 20 personnes. Mais apparemment, à vous entendre, il leur arrive d'aller au-delà donc des 20 personnes, d'où ces accidents que nous enregistrons. Est-ce à dire que dans le transport des touristes, il n'y a jamais eu, dans l'histoire du Bénin, dans l'histoire du transport fluvial au Bénin, qu'il n'y a jamais eu de bac ayant chaviré? Je voudrais vous dire que depuis que j'ai commencé ce travail il y a plus de 15 ans, que je continue encore des essais, nous n'avons jamais enregistré un cas d'accident avec les touristes, puisque nous voyageons souvent selon ce qui a été dit. On respecte rigoureusement le nombre de personnes que nous devions embarquer. On peut le rappeler à nos amis? Je vous rappelle qu'on n'embarque pas plus de 15 personnes dans les barques. Et même si il arriverait que les gens viennent à 16, on essaie de prendre 2 barques avec, histoire de les partager 8-8 dans chaque barque. Donc, jusqu'à là où je vous parle,
nous n'avons jamais enregistré un cas d'accident avec les barques. Donc les autres cas d'accident, les quelques cas d'accident enregistrés jusque-là, ce sont les autochtones. Ce sont les autochtones qui transportent allègrement et sans aucune mesure préalable. Mais c'est des gens même, ce n'est pas que je les attaque sur votre plateau. Vous aurez le temps de nous faire venir. En tout cas, on va passer par vous pour les avoir. Voilà. Moi, j'aurais aimé aussi les entendre sur le sujet, se prononcer. Est-ce qu'ils sont réellement informés de l'existence d'un test qui réglemente le secteur? Bon, sans vous mentir, c'est des gens qui ne sont pas encore informés. Est-ce qu'il y a un test? Est-ce qu'il y a un test justement, des tests qui régissent? Oui, il y a un test qui régisse le transport fluvial à travers la direction des perches et qui actuellement qui ne font pas peut-être leur contrôle, peut-être compte tenu des moyens roulants. Sinon, autrefois, on avait limité les nombres de passagers qui doivent être 20 dans chaque bac et par rapport aux transports locaux. Mais justement, à l'heure où je vous parle, ça ne se respecte plus parce qu'il n'y a pas un contrôle régulier ou il n'y en a même pas du tout. Il n'y a pas un contrôle régulier, madame la journaliste. Et parfois même, on ne sent pas qu'il y a même une police fluviale qui patrouille. Voilà. Je vous informe que nous allons organiser un grand plateau avec les différents acteurs de ce secteur et on entendra vos voix, on vous entendra vous prononcer tel que vous le faites là en ce moment. Hein, madame, je suis disposé à venir vous expliquer, à venir parler de ce qui se passe sur le lac Nokoué. Alors, mais comment se fait-il que vous soyez tous dans le même secteur et qu'il y a une partie qui suit les règles et que l'autre ne suit pas le mouvement? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, madame, sans vous mentir, premièrement, nous travaillons sous le compte de la direction du tourisme. Et les locaux qui se sont joindre à nous et qui partagent la même jetée, qui partagent le même pont, ce ne sont pas des gens qui sont invités à faire ce travail, puisque l'embarcadère d'Abomey-Calavi est destiné pour les touristes. Rien que les touristes. Rien que les touristes. Et aujourd'hui, le constat, il est que? Le constat est que le même embarcadère est utilisé par et les locaux et les touristes. Donc, à qui la faute sur le coup? À qui la faute selon vous? Je vais vous dire sur votre plateau, la faute est au ministère du Tourisme. Je ne vais pas dire à l'État, puisque ça doit commencer par le ministère du Tourisme, au point où les passagers locaux doivent avoir leur jetée à part et que les touristes eux-mêmes doivent avoir leur passage à part. Mais aujourd'hui, force est de constater que nous partageons le même pont, la même jetée pour pouvoir embarquer les touristes. Même parfois, les touristes ne se sentent pas en sécurité pour pouvoir voyager sur le lac Nokoué, pour pouvoir aller visiter le village lacustre de Gambier. Voilà. Je parie que vous allez remettre également en cause leur niveau de connaissance dans le domaine de transport fluvial. Certainement que oui. Bien sûr. Ils ne suivent pas forcément une formation un peu comme vous. C'est ce que vous allez dire. Madame, c'est des gens, aujourd'hui, on essaie de les parler de l'essentiel. Vous pouvez les laisser parler de vous pour qu'on puisse comprendre un peu ce qui se fait dans le secteur. Voilà. Nous, par exemple, si vous arrivez à l'embarcadère d'Abomey-Calavi, on vous dirige vers le guichet et au niveau du guichet, on vous enregistre. Puisque avant d'aller sur le lac et aller visiter, d'ailleurs même avant d'aller sur le lac, on vous enregistre si vous êtes 2 ou 3 personnes, votre nationalité, que ce soit béninois ou étranger. Ah oui, les étrangers aussi ont cette possibilité de venir... Bien sûr, madame. Donc, quand on parle des touristes... Sur les eaux continentales béninoises. Bien sûr, madame. Quand on parle des touristes, ce ne sont pas des touristes locaux seulement, mais c'est des touristes étrangers, et que ce soit les Français, les Japonais, les Chinois, et eux tous viennent voir la cité lacustre de Gambier. Et mais quand ceux-là, quand on finit de les enregistrer... et on les délivre un guide et un conducteur. Et donc, ceux-là aussi, on doit prendre des gilets de sauvetage. Ça, c'est pour ce qui concerne les touristes ceux-là qui ont soif de découverte et autres. Maintenant, pour ce qui concerne les conducteurs, enfin, je vous appelle les conducteurs, je ne sais pas s'il y a un thème approprié à cela. Qu'est-ce qui se fait avant d'aller sur les eaux?
Aujourd'hui, nous avons deux types de conducteurs. Nous avons les conducteurs des touristes et des conducteurs locaux. Très bien. Les conducteurs des touristes, avant d'aller sur le lac... Ah, mais si vous les reconnaissez, ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment dans l'illégalité. Ça, c'est juste une parenthèse. Mais nous sommes, madame, nous sommes au Bénin. Allez-y. Il ne faut pas faire la chasse à l'homme pour certaines activités. Et sinon, bon, vous savez ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, les conducteurs des touristes, avant de voyager, doivent nécessairement avoir des gilets de sauvetage dans leur bac. À bord? Oui. Que 15? 15 au moins. Au moins? Oui. Ensuite? Donc, les conducteurs locaux, eux, ils voyagent sans ces gilets de sauvetage. On y va. Et qu'est-ce qu'il faut d'autre, à part les... C'est ce qu'il devrait être. C'est ce qui devait être. À part les gilets de sauvetage, qu'est-ce qu'il faut encore avoir? Il faut que dans les barques, il faut au plus 15 personnes dans les barques. À notre niveau, nous essayons de respecter. D'accord. Et à part ça? Et à part ça... Quelles sont les normes justement de cette barque? Nos barques sont des barques motorisées, recouvertes. Et nous voyageons aussi avec une perche qui nous permet, au cas où le moteur serait en panne sur la voie, de pouvoir avancer, diriger notre barque. Et en plus, nous mettons assez de carburant dans les barques pour pouvoir ne pas avoir de panne de carburation au cours du chemin. Alors, est-ce que les conducteurs suivent une formation avant? Est-ce qu'il y a une formation? Est-ce qu'il y a un diplôme qui leur est délivré? C'est quand même de vie des gens qu'il s'agit. À l'heure où je vous parle maintenant, moi je détiens un permis de conduite pour conduire les barques. On a un permis de conduite. Nous qui travaillons au sein de l'embarcadère d'Abomey-Calavi. Avant de conduire les barques des touristes, vous devez aller suivre une formation au sein du ministère. De combien de mois ou combien de semaines? C'est une formation, dans l'ancien temps, on a fait une formation de 2 semaines. Juste 2 semaines. Je me demande si en 2 semaines, on peut vraiment acquérir tout ce qui a trait au transport fluvial. En tout cas, on vous aura compris. Monsieur Kiki, vous qui êtes, je le rappelle, secrétaire général de l'association des guides et conducteurs de la station touristique d'Abomey-Calavi. Merci beaucoup. On aura le temps de vous avoir, comme je l'ai dit, sur un plateau plus élargi avec les autres acteurs du secteur. C'est très important pour qu'on puisse comprendre un peu comment est-ce que ce secteur est géré sur notre territoire. Merci encore une fois. Merci, et nous allons passer à une autre rubrique, à un autre plateau, et ça va se faire avec Monsieur Adé Fidegnon, qui est notre invité dans la rubrique Expert. Monsieur Adé Fidegnon, bonsoir. Bonsoir. La pleine forme ce soir encore au rendez-vous sur le plateau du grand rendez-vous. Oui. Un plaisir. Alors, avant tout propos, moi je voudrais vous demander, est-ce que le secteur du numérique aujourd'hui, il est favorable à l'entrepreneuriat? Absolument. Je pense que l'entrepreneuriat aujourd'hui se déplace sur le terrain du numérique. On entend de plus en plus parler d'économie numérique qui s'avère le nouvel enjeu de l'économie au niveau global. Donc l'entrepreneuriat petit à petit se numérise. Tout doucement. Tout doucement. D'accord. Alors comment peut-on entreprendre dans ce secteur et le faire et en tirer grand profit? Merci. La meilleure façon d'entreprendre dans le numérique, c'est de numériser ses services. Soit numériser ses services si on est déjà dans l'entrepreneuriat conventionnel, ou soit partir d'une idée novatrice et développer une application sur la base de cette idée. Donc il faut forcément être un développeur, c'est ça, ou qu'est-ce que vous voulez dire par là, monsieur Pas Fidegnon? Forcément. On peut être entrepreneur numérique sans avoir des aptitudes en développement d'applications. C'est-à-dire, vous avez une idée, vous êtes un manager, vous mettez sur pied une équipe
de développeurs que vous coachez en fonction de vos idées et qui développent une application pour répondre à un besoin. Oui, qui existe déjà sur le terrain. Ça suppose donc une étude préalable du marché dans lequel on veut donc entreprendre. Et de quel type d'entrepreneuriat, d'entrepreneurs numériques nous avons aujourd'hui besoin au Bénin, à votre avis? Merci. Je pense que de plus en plus se développent les échanges en ligne, notamment troc, vente, les échanges en général. Nous avons le secteur du e-commerce qui est en vogue aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui, je dirais, la plus grande attente des consommateurs, parce que... Mais ça n'a pas été facile pour que le e-commerce s'installe dans les habitudes des Béninois, Monsieur Adefidegnon. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais petit à petit, je crois que ce secteur fait son petit bonhomme de chemin. Et élargir son marché est une opportunité visée par tout commerçant. C'est-à-dire pouvoir atteindre le maximum de consommateurs pour ces produits. Et aujourd'hui, nos entrepreneurs, ils ont compris forcément qu'il faut aussi regarder dans ce sens-là, s'impliquer à part le contact direct avec la clientèle, qu'il faut aussi passer par le virtuel et pouvoir toucher facilement la grande masse. Est-ce qu'à votre avis, il y a des risques liés à cela éventuellement? Oui, merci. Nous avons malheureusement la cybercriminalité qui est une menace permanente face au secteur du e-commerce. Cependant, je pense qu'avec les mesures prises par le gouvernement, ça s'amoindrit et ça ouvre beaucoup plus d'opportunités pour ce secteur. Tout doucement. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, Monsieur Adefidegnon, est-ce que, à votre avis, aujourd'hui, vous sentez vraiment la jeunesse béninoise incline à entreprendre dans le numérique, ou vous la sentez toujours hésitante? Merci. Je pense que la jeunesse béninoise est encline à entreprendre dans le numérique. Cependant, je crois qu'il y a une certaine confusion. Parce que on pense qu'il suffit de passer par des réseaux sociaux, de proposer des produits pour se prévaloir entrepreneur numérique. Ah oui. Mais non, pour être entrepreneur numérique, il faut penser à créer une solution. Il faut penser à créer une solution locale. C'est-à-dire qu'on soit développeur ou pas. Qu'on soit développeur ou pas, parce qu'on peut toujours se payer les services d'un développeur. Mais il faut penser à créer une solution locale propre à son idée, propre à son projet d'entreprise. Pour permettre à nos amis téléspectateurs de pouvoir comprendre et de les inciter à entreprendre dans le numérique, qu'est-ce que vous appelez solution? Les solutions, c'est des applications, c'est des plateformes numériques dédiées à des services ou à promouvoir un produit ou des produits, vendre, c'est-à-dire combler un vide, apporter solution à un besoin, mais en passant par le numérique. Est-ce qu'avec ce petit parcours, c'est vrai que comparativement à d'autres nations qui ont quand même fait de grosses avancées dans ce secteur, M. Adefidegnon, et si vous permettez, nous allons rapidement faire un tour puisque j'ai regardé le chrono, il est 19h45. On passe rapidement aux informations de l'actualité et puis on revient pour la suite de nos échanges. Le 19h45, c'est le journal.
C'est l'heure de la grande édition d'information sur BB24. Bienvenue, voici les titres de ce journal. Ils sont chaque année très nombreux à faire leur premier pas à l'école. Les tout-petits, de quoi est leur quotidien dans les écoles maternelles. Nous avons promené nos caméras dans quelques-unes. Manager par la foi pour accroître son chiffre d'affaires, c'est un concept que promeut Luc Vidjenaï Dansou. Il en a fait un ouvrage destiné à tout entrepreneur. Comment réussir par le management de la foi en Dieu, vous le saurez. L'autopalpation reste le moyen le plus efficace de prévention du cancer du sein, disent les médecins. Des kits scientifiques existent désormais pour faciliter aux femmes la détection à temps d'éventuels nodules du sein. À nouveau, bonsoir, un plaisir d'être des vôtres. Ce soir, l'Assemblée nationale a enfin arrêté un budget pour 2019 hier, lundi 24 septembre 2018, après la suspension des débats lors de la dernière plénière. Selon la radio Hémicycle, le montant global arrêté est estimé à plus de 17 milliards de francs CFA, ce qui représente une hausse de 28% par rapport à l'année précédente. Ce budget est également inférieur à la première proposition des questeurs de l'institution qui avait proposé un montant de 27 milliards rejeté par le ministre de l'Économie et des Finances car jugé exorbitant. Le ministre avait alors suggéré une revue à la baisse de ce montant. La rentrée scolaire a commencé il y a quelques jours. Au nombre des institutions d'accueil des apprenants, il y a l'école maternelle, celle qui représente la première étape dans l'initiation à l'école. C'est un nouvel environnement qui s'impose aux tout-petits. De quoi est alors quotidien et comment arrive-t-il à s'intégrer dans ce nouveau monde qui devient ainsi leur seconde famille? Élément de réponse avec Marianne Bossemede et Jules Akweiko. Au lieu de savoir, l'école est pour les habitués une seconde maison. Mais pour les tout-petits, l'entrée à la maternelle est une nouvelle étape. Puisque c'est la première fois qu'ils sont amenés à se séparer un peu de leurs parents, et au début c'est avec des pleurs. Et quand ils rentrent, il y a des jouets avec l'animation, ainsi de suite. Ils s'amusent, ils commencent progressivement par oublier. Dans cette école maternelle privée, un programme précis est mis en place pour ces nouveaux apprenants. Première des choses, on accueille les enfants, on les soumet aux activités de vie pratique, on arrange nos alentours, on range nos classes et on met au propre tout ce qui est autour de nous. Après, on se donne aux activités pédagogiques. Ici, à Gbegame dans le public, les enfants commencent à s'habituer au nouveau rythme. Attentifs aux recommandations de l'enseignante, on apprend pour le moment à se laver les mains après le passage aux toilettes. Nous faisons le lavage des mains, le chant, le goûter. À partir de la semaine prochaine, nous allons mener l'activité concrète de l'école maternelle telle que l'éducation pour la santé, l'éducation sensorielle, la pré-mathématique, les travaux manuels, l'observation. Maillon primitif de la chaîne enseignante, l'école maternelle semble facultative aux yeux de certains parents. Pourtant, la maternelle reste une phase obligatoire. L'accompagnement des parents y est nécessaire pour un bon suivi de l'apprentissage. La maternelle aussi est une école comme le primaire où ils doivent se rapprocher des enseignants par moment afin de suivre les enfants par rapport à l'activité menée à l'école pour poursuivre le travail à la maison. La maternelle éveille l'enfant. Et quand l'enfant commence la maternelle, on lui apprend à s'amuser dans divers coins, on l'apprend à s'organiser et à se laver les mains, à se laver le corps. L'enfant acquiert déjà le savoir-vivre. Vous avez regardé, c'est bien. Et là maintenant, tu gardes les mains. La maternelle, c'est la session des petits, puis la session des grands l'année suivante. La fragilité et la sensibilité des enfants requièrent un environnement sain pour une bonne assimilation des enfants.
L'école, au-delà de sa fonction d'instruction, est un lieu d'apprentissage de bonnes valeurs sociétales et ce rôle est dévolu aux enseignants qui doivent servir de modèle. Mais à Natitengo, 8 enseignants alcooliques retrouvés dans la ville dans des états d'ébriété totale sont menacés de sévères sanctions. Ils ne sont d'ailleurs pas à leur premier forfait et le directeur départemental de l'enseignement secondaire de l'Atakora a jugé ces professeurs indignes de se présenter à nouveau devant les élèves puisqu'ils ne représentent plus des modèles pour les jeunes enfants. Le processus de suspension de leur salaire ainsi que celui de leur radiation de l'effectif de la fonction publique serait déjà enclenché et ne tarderait plus à aboutir, même s'il faudra encore attendre un peu de temps. Voilà qui doit servir d'exemple. Et cette autre chose qui doit servir d'exemple, c'est d'avoir foi en son Dieu pour la réussite entrepreneuriale. Managé par la foi, c'est donc un nouvel ouvrage de 211 pages écrit par Luc Vigenaï Dansou et destiné à tous les entrepreneurs qui veulent accroître leurs revenus de façon saine et prospère. Mais comment ça marche? Suivez ce reportage de Gloria Oni pour plus de précision. Le voici. Managé par la foi. L'ouvrage vise à plonger le lecteur dans la dimension surnaturelle du succès à travers la maîtrise de la culture managériale. Après la sortie de son premier ouvrage consacré au management d'entreprise, au titre évocateur Managé par la discipline en 2014, Luc Vigenaï Dansou propose au public le Managé par la foi. Je pense qu'il y a un potentiel, il y a un besoin de Dieu. Il faudrait alors que ceux qui ont déjà expérimenté la foi, qui ont une lumière, puissent vraiment faire jaillir cette lumière-là sur toute la population, sur tout le territoire. Et au-delà, mettre Dieu au cœur de tout ce que nous faisons, et vous allez voir les résultats. Nous ne devons pas continuer à croire que le croyant, celui qui croit en Dieu, c'est lui qui est quelqu'un qui doit être pauvre, son pays doit être sale, ainsi de suite, non. À la page 147 de cet ouvrage, on peut noter les entrepreneurs qui misent sur Dieu savent embrasser des projets gigantesques avec foi. Dans cet ouvrage de 211 pages, transformer les complications en opportunités et remettre Dieu au centre de ses affaires reste l'essentiel. Le développement ne peut pas avoir lieu sans la foi. Et deuxièmement, il faut un développement intégral qui ne s'accommode pas simplement à l'économie, mais intègre aussi l'esprit et l'âme. Tout ce que nous faisons au niveau de l'économique doit intéresser le corps, doit intéresser l'esprit, doit intéresser l'âme. À en croire certains invités, cet ouvrage est un allié pour le développement personnel et collectif. Dans ma vie, Dieu est en victoire, est en succès. Je ne peux qu'attendre le succès et la victoire désormais, car ce livre m'a sorti de mon sommeil, m'a sorti d'un sommeil dans lequel j'étais et qui ne me permettait pas d'accepter et de recevoir cette vérité qui est une vérité universelle. Managé par la foi est réalisé en de plusieurs exemplaires. Il a été vendu à 2 millions de francs CFA lors de la vente aux enchères. Voilà. Merci à vous, Gloria Oni. Au Nigeria, la police a découvert un détournement de 470 millions de dollars issus de la vente du gaz naturel liquéfié. Cette somme appartenait à la société publique du pétrole et était cachée dans certaines banques commerciales. Après des semaines d'enquête menées par des unités spéciales, la somme détournée a finalement été récupérée et reversée dans un compte spécial du Trésor public à la demande du président nigérien Muhammadu Buhari. Le Nigeria, plus grand producteur africain de pétrole, fait donc face à une grande corruption dans son secteur pétrolier, mais c'est sans compter avec la volonté, la détermination manifeste de son président arrivé au pouvoir en 2015 qui avait promis de faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille.
Le commerce équitable du cacao progresse fortement en Côte d'Ivoire, premier producteur avec 40% du marché. Près de 200 coopératives sont désormais certifiées et les volumes de récolte ont été multipliés par 6, atteignant plus de 150 000 tonnes en 2017. Ce système commercial propose des prix conventionnels, des primes équitables aux producteurs de cacao et permet la construction d'écoles et de centres de santé grâce aux revenus dégagés. Mais pour obtenir le label, la production doit respecter des normes environnementales, assurer un revenu décent aux agriculteurs et interdire tout travail des enfants. Le cancer de sein, vous le savez, c'est le plus fréquent des cancers chez les femmes. S'il n'est pas diagnostiqué à temps, il peut se propager dans tout l'organisme. Attention, pas de panique puisqu'il y a une solution efficace de prévention du mal. Il s'agit de l'autopalpation des seins. Des innovations technologiques et scientifiques, des kits existent désormais pour faciliter aux femmes la détection rapide d'éventuels nodules dans leur sein. C'est ce que nous confirment Françoise Insou, Sidnel Koublenou et Amadine Anyambossou dans ce reportage. Diagnostiqué le plus souvent chez la femme, le cancer du sein représente plus du tiers de l'ensemble des nouveaux cas de cancer. Une maladie qui accélère la production, parlons de manière très simple, la production rapide des cellules malignes. C'est ça qui entraîne cette maladie que nous appelons cancer et du sein, simplement parce que la localisation est au niveau du sein. Il y a des familles qui ont des gènes qui sont prédisposés à la maladie. Il y a notre habitude alimentaire que nous pensons certainement fait partie des causes de la maladie. Et il y a notre mode de vie que nous pensons aussi est à la base, peut être à la base de cette maladie. Cette maladie peut être évitée ou guérie lorsqu'elle est très vite détectée et prise en charge. Il y a de cela quelques années que j'ai commencé par prendre conscience de mes seins. Je suis le traitement, j'ai commencé par être à l'hôpital voir mon gynéco qui me fait la palpation des seins chaque 3 mois. C'est après maintenant l'analyse de la radiographie, de la appelée mammographie, que j'ai constaté que j'avais une boule au niveau des seins, du sein gauche. Pour prévenir le cancer du sein, les médecins conseillent l'autopalpation après les menstrues. Pour détecter précocement un cancer du sein, c'est de faire une autopalpation minimum chaque fin de mois, à chaque fin de cycle de chaque mois. Vous faites une autopalpation à la maison ou que vous allez consulter votre gynéco qui va vous aider à le faire ou vous l'expliquer à le faire. Pour amoindrir, voire éradiquer les cas de décès liés au cancer du sein, les scientifiques innovent. Un kit d'autopalpation est désormais disponible pour faciliter la tâche aux femmes. Sensitive est le produit phare essentiel que nous avons amené pour révolutionner un peu cette palpation de sein et pour nous permettre de commencer par faire le dépistage à temps, et de faire une bonne prise en charge et ne plus attendre à ce que la boule soit très grosse ou qu'elle soit vraiment maligne avant qu'on ne commence la prise en charge, qui est déjà très tard. Dans le kit, il y a plusieurs choses. Il y a le gel, et c'est avec ça que la femme met la main derrière. Et c'est ce gel-là qui facilite la sensation de pouvoir bien faire l'autopalpation. Selon des études, une femme sur 11 à une femme sur 8 aura le cancer du sein dans sa vie. Chacun doit s'éloigner des facteurs de risque et malgré la maladie, l'espoir est permis. Voilà la boule, c'est au niveau du bas là. J'ai su le traitement et j'ai espoir que cela ira bientôt. Mesdames et messieurs, faites recours souvent à la palpation de vos seins pour vite détecter d'éventuels nodules qui pourraient vous mettre à l'abri justement des maladies plus graves. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.
Agréable soirée à vous, Roch Akwenyinu. Merci pour la présentation de ce 1945. Alors, nous, on revient autour de cette table et pour retrouver M. Adéfi Daignan, entrepreneur numérique, avec qui on a entamé des échanges sur le comment entreprendre dans le numérique et surtout entreprendre et réussir. Alors, tout à l'heure, vous nous faisiez comprendre qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent aujourd'hui aux jeunes quant à l'entrepreneuriat numérique. Oui, exactement. Je signifiais tantôt qu'il fallait ne pas confondre proposer ses services ou ses produits à travers les réseaux sociaux avec le réel entrepreneuriat numérique qui devrait passer par le développement de solutions numériques afin de combler un besoin, afin d'apporter solution à un besoin. Les solutions déjà au niveau local existent, vous en êtes une. Est-ce qu'il ne faut pas déjà se greffer sur ces solutions où il faut vraiment en créer d'autres? C'est nécessaire? Absolument, il faut une synergie. Il faut une synergie. Je suis d'accord avec vous qu'il faut commencer par se greffer sur la solution locale. Parce que aujourd'hui, comme je l'ai signifié tout à l'heure, les échanges, on le vend en poupe. Les échanges à travers le numérique. Quand je dis échange, je dis à la fois troc et vente. J'ai signifié tantôt que nous avons beaucoup de plateformes de e-commerce. Nous avons aussi des plateformes orientées échange de façon globale. Donc, voilà. Vous pensez que ça ne suffit pas? Il faut en créer d'autres, c'est ça? Non, je pense qu'il y a déjà assez de plateformes. En fait, je vous rejoins. Il y a assez de plateformes auxquelles on peut se greffer. Mais si quelqu'un pense avoir une idée innovante, parce qu'il ne sert à rien en fait de plagier les autres, c'est-à-dire les solutions qui existent déjà. Existantes. Non, il faut voir au-delà, apporter quelque chose de nouveau. Apporter quelque chose de nouveau. Donc voilà, si quelqu'un se sent une idée innovante, une idée qui dépasse celle développée par les plateformes existantes, eh bien, cette personne peut se lancer dans le développement d'une nouvelle plateforme qui comblerait assurément un besoin non comblé, en griffe. Je voudrais bien revenir un peu sur l'aspect sécuritaire de la chose. C'est vrai aujourd'hui, quand on parle du numérique, on ne voit que la cybercriminalité juste après. Mais est-ce la seule peur bleue des entrepreneurs numériques? Non, il y a la cybercriminalité qui est, je dirais, qui est la menace la plus répandue, mais nous avons les cyberattaques, nous avons la piraterie informatique, et je dirais que c'est des menaces beaucoup plus techniques qui interpellent les développeurs afin qu'ils puissent mettre assez de garde-fous pour éviter toutes sortes de pirateries du système. Et chaque fois, ça réfléchit dans tous les sens. Plus on évolue pour assurer la sécurité. De leur côté aussi, ça renforce et puis ça attaque. Comme quoi, c'est comme ça la vie. Il faut aussi se dépasser. Il faut chercher à chaque fois aller de l'avant malgré les difficultés. Alors, je suis jeune aujourd'hui puisque BB24 est une chaîne beaucoup regardée par la jeunesse. Je suis jeune et je veux entreprendre dans le numérique. Adéfi Daignan, entrepreneur déjà numérique qui fait de grandes choses. Qu'est-ce qu'il faut déjà que je commence par faire? Quels sont les conseils que vous avez déjà à prodiguer à ces jeunes? Je conseillerais à tout jeune qui aspire à entreprendre dans le numérique d'observer l'écosystème numérique, de ne pas entreprendre pour entreprendre. Comme je l'ai signifié, il ne sert à rien de plagier les autres. De voir quelle niche les plateformes ou solutions numériques existantes ne comblent pas encore. Et entreprendre à partir vraiment d'une idée innovante pour se démarquer.
Parce que quand on se démarque, il est clair qu'on avance beaucoup plus rapidement. Comme quoi la roue, elle existe déjà. Hein? Oui. On ne va pas la réinventer, la roue. Il ça. faut juste de petits ingrédients, n'est-ce pas? Monsieur Adéfidegnon, alors à votre avis, toujours, hein, je veux avoir quelque chose de vous au profit de notre jeunesse, de nos amis téléspectateurs. Dans quoi on peut encore s'investir dans le numérique? Dans quel secteur? Rapidement. Apparemment, on sent que vous avez des informations. Est-ce qu'on peut vous les piquer, ne serait-ce qu'une ou deux, si possible? Merci. Je pense qu'il y a encore beaucoup de secteurs qui... Non encore explorés. Non encore explorés, qui méritent qu'on s'y aventure. Il faut observer. Il y en a tellement que je ne peux pas me mettre à citer. Vous, par exemple, qu'est-ce qui vous a amené à mettre en place cette solution sur le troc? C'est déjà actif, n'est-ce pas, le IPAR aujourd'hui? Oui. C'est parce que j'ai observé un besoin croissant des jeunes de vouloir troquer. De vouloir troquer parce que nécessairement beaucoup de moyens, mais ils veulent pouvoir échanger, parfois aussi avec complément d'argent. Donc voilà, nous, on s'est dit, c'est un besoin à combler. On s'est aventuré sur ce plan et on a remarqué un engouement tout de suite, mais on n'a par la suite essayé de combler aussi d'autres besoins comme la vente. Donc on a fini par pivoter vers une application de libre-échange. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est sur ces propos que nous mettons donc un point final à cet entretien avec vous. Merci. Monsieur Adéfidegnon, merci d'être venu nous voir sur le grand rendez-vous. Et chers amis téléspectateurs, vous avez compris en résumé, il faut observer si vous voulez entreprendre dans le numérique. D'abord observer, ensuite créer, oui, mais créer et apporter quelque chose de nouveau pour répondre à un besoin qui existe déjà. Donc, regardez toujours. C'était donc l'Expert. Merci de nous avoir suivis, chers amis téléspectateurs. Vous avez compris, le grand rendez-vous, ça finit dans quelques petites minutes. Mais avant, je voudrais vous amener à regarder l'actualité sur la toile. C'est ActuWeb. La Banque ouest-africaine de développement BOAD a accordé au Bénin un fonds de construction de 944 logements sociaux et économiques. La commune d'Abomey-Calavi est le site choisi pour abriter ce joyau. Le financement accordé s'élève à 20 milliards de francs CFA. La construction va s'étendre sur une superficie de plus de 18 hectares. Selon la BOAD, l'objectif global est de contribuer à l'amélioration du cadre de vie et à la réduction de la pauvreté dans la commune d'Abomey-Calavi. Le projet va aider plus de 7300 Béninois à faible revenu. Restons toujours au Bénin et cette fois-ci parlons sport. L'affaire Écureuil Gate fait toujours couler beaucoup d'encre et de salive. Beneweb TV nous apprend que le chef d'arrondissement d'Adjon et son secrétaire général viennent d'être arrêtés. Il s'ajoute ainsi aux personnes interpellées dans cette affaire de disqualification des écureuils cadets. 18 joueurs engagés dans la compétition UFOAB ont été reconnus coupables de fraude après le test d'imagerie par résonance. Selon la même source, ils sont poursuivis pour infraction de faux et usage de faux certificats et de complicité. Le procès est prévu pour le 23 octobre 2018 devant la première chambre des flagrants délits. Le moteur de recherche Google a soufflé 20 bougies. Et pour célébrer l'événement, le géant du web a organisé hier une conférence de presse à San Francisco aux États-Unis.
Google était au départ un simple moteur de recherche, mais il est devenu aujourd'hui l'une des multinationales les plus puissantes. Il a à son actif 95 milliards d'euros de chiffre d'affaires et près de 90 000 employés dans le monde. Chaque jour, plus de 60 000 requêtes sont effectuées par seconde sur le moteur de recherche. Tout n'est cependant pas rose pour l'entreprise américaine qui a écopé d'une amende de 2,4 milliards € en 2017. Une information mode pour boucler cette revue web. Le groupe d'accessoires de mode américain Michael Kors va prendre le contrôle de la maison de luxe italienne Versace. C'est un accord d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars entre les deux maisons de mode. Michael Kors n'a pas caché son ambition de faire croître son portefeuille de marque haut de gamme. Il a récemment acquis le fabricant britannique de talons aiguilles Jimmy Choo pour une valeur de 1,2 milliard l'an dernier. Toutefois, Versace n'a pas souhaité commenter cette information. Après des négociations, ils affirment que l'annonce officielle sera faite cette semaine. Fin de la revue web, à très bientôt. Fulgensia Ontonji, Isaac Noudedo pour l'actualité sur la toile ActuWeb pour le compte de ce mardi 25 septembre 2018. Alors, et si on regardait encore une fois la météo? Le grand rendez-vous de ce mardi, stop et fin. Merci à vous de nous avoir suivis de bout en bout. Merci aussi à vous qui nous avez pris au vol. En tout cas, le grand rendez-vous d'aujourd'hui, c'est déjà dans le passé. À demain.